Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec quelqu'un pour qui les mots sont importants. Juste avant d'ouvrir la caméra et l'objectif, il m'a dit il suffit pas de choisir, il faut choisir d'être choisi. On va parler de recrutement avec Stéphane de Groot. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je me tiens pas trop comme Monica Bellucci ou comme un acteur Non, américain parce que comme qui vous n'avez donnerait pas ses de interviews? ventre, comme vous n'avez pas de ventre, ça c'est élégant. Alors que moi, si je me tenais comme vous, je serais déjà un peu. Oui, mais j'ai pas de fesses, donc je risque d'un peu de importe. m'affaisser. Non, il n'a pas de fesses, il risque de s'affaisser. Et le C'est jeu de tout mots le n'est temps pas comme cherché. ça? C'est un problème. Il faut que je sorte de ce corps à un moment donné, enfin de cet esprit qui devient fatigant pour déjà pour moi. On va en parler. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. Vous avez le souvenir d'un entretien ou d'entretien de recrutement qui vous est marqué, très sérieusement, traumatisé, vous avez été blessé par la façon dont on pouvait vous interroger, vous écarter, ne pas vous retenir? Je trouve ça très cruel le recrutement. Oui, je n'ai des souvenirs que de ça parce que comme je n'avais pas de bagage particulier scolaire, il fallait que je trouve des endroits où me faire engager, où travailler, où séduire des gens. Et j'en ai gardé toujours un souvenir très particulier et très désagréable. Pourquoi désagréable? Parce que je ne sais pas si on peut être totalement soi-même quand on est face à quelqu'un qui vous scrute, qui vous jauge, qui vous juge. Et on ne sait pas quelle carte jouer. Est-ce qu'il faut être soi-même au risque de déplaire totalement, mais alors qu'on est là pour plaire? Donc c'est de jouer un jeu, c'est d'essayer d'imaginer ce que l'autre attend de vous, d'imaginer ce qui va lui plaire, qui est en vous, qui n'est pas forcément là immédiatement. Donc c'est d'aménager des choses, c'est de penser à plein de choses, trop de choses, que pour être naturel et séduisant. Qu'est-ce que ça a été de ne pas avoir de diplôme? Vous avez commencé en disant j'ai pas eu de diplôme, donc les entretiens de recrutement ont été compliqués. C'est la première chose qui est venue. Oui, c'était compliqué parce qu'il fallait essayer de trouver d'autres arguments pour convaincre la personne qui est en face de vous, de lui faire croire, lui faire penser que vous êtes malgré tout quelqu'un de compétent et de passer cette barrière, j'allais dire psychologique du diplôme, mais oui, en fait, barrière psychologique. Parce qu'effectivement, si on a une envie absolue de faire les choses, si on a un moteur qui tourne à plein régime, je pense que ça vaut parfois bien plus qu'un diplôme. Quand vous dites un moteur qui tourne à plein régime, pour un ancien pilote, vous le faites exprès ou finalement vous êtes rattrapé par votre forme d'humour qui aujourd'hui vous a mis sur le devant de la scène? Il y a des mots comme ça qui font partie de moi, peut-être des références. Alors quand je dis moteur, ouais. Non, mais le côté moteur, en fait, c'est peut-être pas innocent. Le côté moteur, c'est sans moteur, on n'avance pas. Vous avez le souvenir d'un entretien où vous avez été blessé carrément? Casting, rendez-vous d'affaires. Oui, blessé, oui, terriblement blessé, ou des essais où j'avais pas envie que j'avais pas envie de passer, comme vraiment qu'on me conseille vivement de passer parce que gros projet, gros film, gros réalisateur. Et puis des essais encore, c'est du vocabulaire de sport auto. C'est pas mal. Je sais pas, moi je vous suis. Hein. Ah oui, mais venez avec moi. Oui, c'est vrai, c'est dingue. Et là, dans les castings, cette espèce de prise de pouvoir de la personne qui est en face de vous, qui est assez détestable. Donc tout d'un coup, les gens qui sont en face, avec une chaise à bascule, en cuir, avec un grand dossier, tout d'un coup, ça donne des attributs assez particuliers. Ils ont l'impression d'avoir des barrettes, une casquette. La course auto, pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez tiré? C'était la vitesse? C'était vous aimiez les voitures, accélérer, vous faire des sensations fortes? Mais je voulais être, le sport? Je pense que je voulais être un champion. Ah. Je voulais être champion. D'ailleurs, au début, quand je me suis retrouvé sur un circuit de voiture, c'était pas tant que j'avais une vocation de pilote, c'est qu'il y avait tout. Il y avait l'apparat, il y avait le casque, la combinaison, l'ambiance, l'adrénaline, les médias, jouer un rôle, un spectacle, spectateur, une piste, qui était une scène. Donc il y avait déjà tous les ingrédients de ce que je voulais devenir. Et d'ailleurs, au début, je ne roulais pas très très vite. Je roulais, je ne pilotais pas. Et donc le premier team dans lequel je me suis retrouvé, en essayant de faire des montages, en démarchant des sponsors, en faisant de la bouffe que j'allais vendre à gauche à droite, parce que j'aimais ça, et donc je vendais dans le restaurant des trucs que je faisais. Donc j'ai réuni un peu d'argent. Et au début, donc le premier team dans lequel j'ai débarqué, ils m'ont dit mais il faut arrêter de conduire la voiture, là, il faut la piloter. Attendez, excusez-moi, vous avez cherché des sponsors en vendant de la bouffe, oui. En faisant des plats cuisinés. Oui, dans la cuisine de ma mère, je faisais des pâtes qu'elle trouvait très bonnes, et donc j'en ai fait des pâtes fraîches.
Pâte fraîche. Avec une machine à pâte fraîche. Voilà, exactement. D'accord. Et j'avais un pote qui avait un restaurant, donc je lui ai dit, tiens, est-ce que tu n'as pas envie d'acheter des pâtes que je te ferai Ah oui, bien sûr, essaye ça demain. Et puis le lendemain, je suis venu, le surlendemain, il m'en a commandé d'autres. C'était il y a 20 ans, quoi. Oui, j'avais 25 ans. moins. Et puis j'avais comme ça à l'arrivée 25 restaurants que j'allais livrer tous les matins. Finalement, la notoriété et une forme de succès, en tout cas visible et médiatisé, arrive très tard. Quand je dis très tard. Non, elle arrive, bien sûr. C'est le genre de choses qui arrivent à 20 ans, 25 ans, et puis c'est le début d'une carrière. Ouais. Moi, je me suis baladé dans ce métier en faisant pas mal de choses, en composant petit à petit les jalons d'une carrière, mais sans connaître véritablement l'exposition que j'ai aujourd'hui. Et le fait de le vivre aujourd'hui, effectivement, il y a une certaine sérénité, je trouve ça assez, comment dirais-je, assez salvateur, parce que quand à 20 ans, on vous dit que vous êtes formidable, aujourd'hui, on me dit beaucoup que je suis formidable, je ne le crois pas toujours, ça fait plaisir, et puis après, je passe mon chemin et je continue ma vie. Quand on a 20 ans, on arrête sa vie à ce moment-là, parce qu'on dit on est formidable, on a atteint le sommet de la montagne. C'est un peu dommage, parce que si vous êtes alpiniste, après vous ne pouvez que redescendre, et c'est un peu con. Donc moi, il n'y a pas de sommet sur la montagne que j'escalade, et j'en suis bien heureux. Vous êtes le héros d'une petite série que vous avez faite pour le CIC, oui. Qui vous met en situation d'être en entretien de recrutement, oui. Et d'être le candidat qui donne des boutons à celui qui va vous recruter. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça vous a séduit de travailler sur l'incommunicabilité de l'entretien de recrutement? Parce que c'est ça votre série. Ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était aussi tourné en dérision ce genre de situation qui, moi, m'avait rarement fait rire. C'est aussi la possibilité de mettre quelque chose en boîte avec avec pas mal de liberté. En pub, c'est rare. Parce que c'était le web, c'était possible. Et puis que j'avais eu un très bon contact avec ces gens-là, avec l'agence. Et puis pour ne rien vous cacher, quand on fait de la pub, on achète du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Ça me permet d'écrire, ça me permet de refuser des choses que vraiment je ne voudrais pas faire. Est-ce que vous, dans la façon dont vous choisissez, dont vous recrutez ou dont vous définissez vos affinités électives professionnelles, est-ce que le choix des mots est important chez vos interlocuteurs ? Non, alors que je sens bien que ça l'était quand moi j'étais soumis à ce genre d'exercice. Non, moi ce qui me séduit, c'est au contraire, ce sont les accidents de parcours, de langage, d'attitude. Je vous raconte une petite anecdote. Yes. En tant que comédien, quand j'ai passé des essais pour un film qui s'appelait Le Siffleur de Philippe Lefebvre, il m'a fait venir, il m'a confié ça. Après, il avait une idée bien précise de l'acteur qu'il voulait, du type de jeu qu'il voulait. Et en fait, quand je suis arrivé, j'étais le dernier à débarquer. Donc c'était mort, a priori. Et comme je suis arrivé en retard, j'avais un problème de Vélib. Je suis arrivé vraiment très en retard, en sueur, super stressé. J'ai même pas eu le temps de répéter, d'avoir les consignes du réalisateur. Donc je suis parti à l'instinct, tel que je le sentais, avec l'énergie du moment. Mu par ce fameux moteur, était totalement emballé. Et donc je suis arrivé, il m'a dit, bon ben vas-y, fais ton truc, de toute façon c'est mort, pensait-il, moi aussi d'ailleurs, et donc j'ai fait un truc. Mais j'ai fait un truc qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait vu ou ce qu'il attendait. Et j'étais engagé sur ce film. Et puis ça m'est arrivé 6 mois plus tard pour un autre film qui s'appelait Baby Blues, où je devais jouer le meilleur pote de Stefano Accorsi. J'arrive en retard, problème de Vélib, gros problème de Vélib. On va revenir sur vos retards parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Et pareil, pas le temps de répéter, la réalisatrice agacée par mon retard, le comédien faisant l'effort de rester mais vraiment 2 minutes pour me donner la réplique. Et puis du coup, on a oublié le texte et on est parti en impro. Et du coup est né le rapport entre ces deux personnages où je devais jouer son meilleur ami. Et en fait, en lui expliquant mon retard, j'avais les arguments d'un pote qui s'excuse auprès d'un autre par rapport à ça. Donc, on a réinventé la situation, on a réinventé la scène. Ça fait 2 retards. Ça fait des retards, mais qui m'a fait gagner beaucoup de temps. D'accord. Plus un rendez-vous qu'on devait avoir ce matin et qui a lieu cet après-midi, et j'en suis ravi. C'est pas pour vous embêter. Est-ce que le retard peut être un moteur? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Moi, je retiens vos mots. Le retard pourrait être un moteur pour l'énergie du désespoir qui se transformerait en énergie positive? Peut-être qu'inconsciemment, le fait d'arriver en retard me met dans une situation d'inertie, de mouvement. Parce qu'il faut se dépêcher pour rattraper le temps perdu. Alors que si on arrive en avance, on s'assied, on attend et nous sommes inertes. Ce qui n'est pas très aimable pour l'autre. Les psychanalystes disent qu'arriver en retard, c'est se faire mal.
Eh bien, moi, c'est me faire du bien. Ça fait mal aux autres. Sérieux? Ouais. Vous êtes souvent en retard? Oui, je suis pas souvent à l'heure, en fait. À cause de Vélib? Mais les gens sont en avance, hein, il faut Qu'est-ce bien se dire ça. Ceux qui attendent, oui. Vous dites à cause de Vélib, parce que vous vous déplacez évidemment en Vélib, ou est-ce que le moment où vous devez partir est un moment que vous reculez? Vous vous dites, j'ai encore le temps. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, au moment de partir, c'est le moment où je devrais être en rendez-vous. Mais même pour des rendez-vous très importants. Donc c'est... ouais, C'est bizarre pour un pilote qui doit arriver le premier de formation. Oui, mais c'est peut-être que celui qui arrive le premier repartira après le dernier. Donc je sais C'est pas. Jésus-Christ. Oui, ce sont des références tout à fait intéressantes. Oui, donc du coup, en course, ben, vous savez qu'en course, ça ne me déplaisait pas de ne pas forcément faire le meilleur temps aux essais. D'accord. Pour me permettre, c'était un moteur pour moi, mais c'est marrant de parler ça, c'est vraiment on grignote, on tricote. J'aimais bien, moi, l'idée de partir derrière pour avoir comme but de rattraper le premier, plutôt que d'être premier et de maintenir cette position. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gravir, c'est d'aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un que vous attendez est en retard? Je m'en vais. Donc, je suis très agacé. C'est vrai? Je me dis, j'aurais pu arriver plus tard encore. Ouais. Et alors, ça veut dire que finalement, vous avez moins d'indulgence pour le retard des autres que de complaisance pour vos propres retards. Certes. C'est vrai. Et c'est une contradiction que vous assumez. Oui, totalement. Mais c'est parce que je suis totalement impatient, en fait. D'accord. Donc je me préserve de... En fait, non, je préserve l'autre de mon impatience, pour pas être désagréable. Je préfère que ce soit lui qui soit désagréable avec moi que le contraire. Ah, c'est marrant. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Le défaut que je n'ai pas... Ah oui, les phrases par négation, ça c'est très compliqué C'est pour une moi. question tordue à la De Groot, un peu. Les défauts que je n'ai pas. Un seul. Un seul défaut que je n'ai pas. Quel est le défaut que je n'ai pas ne pas avoir assez de qualité. Qu'est-ce que vous allez faire de vos retards dans l'avenir? Vous allez les garder? Ah, j'aime bien. Vous allez les garder, vos retards, ou finalement vous allez vous dire arriver en sueur, pédaler fort, avoir le stress de décevoir l'autre et tout ça? Il y a beaucoup de gens qui, en entretien de recrutement, il y a la famille de ceux qui sont indifférents au retard, ceux qui sont à cheval sur les horaires, et puis ceux qui accordent de l'importance au retard des autres. Qu'est-ce que vous allez faire de ces retards? Des miens? Ouais, les vôtres. Je vais leur faire des avances pour qu'ils soient plus indulgents. Merci. Merci.